Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Nous rencontrons cette semaine le Wendat Guy Sioui-Durand. Membre du clan Yanarisquois, clan du Loup, Guy Sioui-Durand est sociologue, critique d'art et commissaire indépendant. Il s'intéresse en particulier aux arts autochtones contemporains et à l'oralité. Cet intellectuel à la pensée foisonnante et affûtée est aussi un homme de terrain, activiste de l'art et figure de proue des conférences-performances. Au micro de Catherine Égaud, Guy Sioui-Durand évoque son riche parcours de réflexion et d'action, nous éclaire sur les piliers de l'art autochtone et nous livre un vibrant plaidoyer pour la performance sincère et pour la parole juste et forte. Avec son extraordinaire talent de conteur, il nous fait également le récit du formidable impact de l'alunissage de l'Eagle, l'Aigle, le module lunaire Apollo 11, sur la mobilisation politique des Autochtones des Amériques le 20 juillet 1969. Guy Sioui-Durand, bonjour. Ndio, Koué. Oui. Koué Aweti. Bonjour tout le monde. Guy Sioui-Durand, vous êtes sociologue. Vous faites beaucoup de choses dans la vie, mais votre formation de base, c'est sociologie. Sur le plan académique, j'ai un doctorat en sociologie du département de sociologie de l'Université Laval. Donc, oui, un sociologue. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la sociologie? En fait, la sociologie, c'est un peu les discours qu'ont les sociétés sur elles-mêmes. C'est pas uniquement avec des experts. Donc, quelle belle porte d'entrée pour essayer de comprendre des pratiques, des œuvres, des discours, mais en les replaçant dans leur environnement total d'une société. On peut aller vers les grands ensembles jusque vers les civilisations et on peut descendre aussi juste dans des dialogues de personnes ou encore la sociologie, on tend à prendre en compte les aspects économiques, politiques, culturels et de communication, donc des grands mots, des grands ensembles. Mais pour moi, je me suis intéressé à une pensée Wendat qui est le pouvoir des rêves, donc les imaginaires autochtones et un mot qui n'existe pas dans les langues autochtones, pas seulement le Wendat, le mot art. Donc moi, j'ai fait de l'art la porte d'entrée pour comprendre et expliquer le monde. La porte d'entrée, l'art, permet tout ça, mais en lien avec les savoirs, les savoir-faire et le savoir-vivre ensemble. Et là, on s'ouvre sur qu'est-ce que ça signifie pour nous, de la sociologie ou encore la société. Pourquoi est-ce que le mot art n'existe pas dans la langue Wendat et dans d'autres langues autochtones? Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est que la définition des beaux-arts, la définition des arts, ça vient vraiment d'un monde européen. Et quand on parle déjà des beaux-arts, on doit faire la coupure avec les arts contemporains, plus tout à fait de la peinture, plus tout à fait de la sculpture. Et dans le monde autochtone, la dichotomie, la division entre l'artisanat, le fait main et les beaux-arts ou savants, aller à l'université. Dans le monde autochtone, on ne fait pas la différence, ce qui va nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre pourquoi cette vogue, par exemple, de mode, de perlage, d'artisanat, de le comprendre en dehors des catégories art populaire, art savant, art de l'élite, les expertises. Donc le mot art n'existe pas, mais nos imaginaires existent. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de renouer avec les principes éthiques de ce que sont et de ce qu'est la vision des Autochtones. Parler par exemple d'art total, où tout est interrelié, c'est renouer avec des visions spirituelles. L'Otera, qui est un mot huron-iroquoien, ou Unko, c'est tout est relié en algonquin, c'est de prendre en compte tous les éléments et de tenter d'en parler en même temps. Et non pas ce qui est le mode même de la pensée occidentale, c'est de mesurer, séparer, diviser, spécifier des confrontations
de vision du monde et quelque part de comment être au monde. Vous venez de parler du rapport avec ce qui nous entoure, le monde dans lequel on vit. Comment se caractérise l'art autochtone contemporain? Vous avez parlé du perlage aussi. Est-ce que le fait d'être encore très ancré dans une tradition, c'est une caractéristique? C'est une caractéristique si on revient à des notions ou des grandes idées de base. L'espace, le temps. Et lorsqu'on parle de tradition, on rentre dans le temps qui se transforme en idée de mémoire collective, conscience historique collective, les sociologues vont dire ça, mais de se souvenir. Et quand on dit tradition, c'est tous les bagages culturels de transmission que tu apportes avec toi et comment elles existent maintenant. Donc, cette importance de tradition et qui va se traduire par, actuellement, toute cette tendance des apparats. Et si on va du côté des powwows, les régalias, et qui nous entraînent dans des danses, des rituels, des explications autochtones, du côté de la mode. Et comment relier ça à une conception de l'art et de l'art autochtone? Parce que le mot art n'existant pas, de quoi on parle? Quand moi je donne mes cours aux jeunes autochtones, je l'ai fait pendant 13 ans au collège Kiuna, je dis, le mot art n'existe pas, alors comment on va tendre vers une définition de l'art? D'un point de vue autochtone, de l'art autochtone. Définition autochtone de l'art autochtone. Alors, je lui propose les 4 P comme piste. Je vais vous les dire dans le désordre. Il ne peut pas avoir une histoire s'il n'y a pas des pionniers et des pionnières. Par exemple, chez nous, à Wendake, on défend beaucoup la présence de Zachary Théraulin-Vincent comme un pionnier version Beaux-Arts au 19e siècle. On peut faire des bons, après ça, parler de Norval Copper, Thunderbird Morisseau, dans le nord de l'Ontario, comme étant aussi un pionnier qui a révélé le monde chamanique par sa peinture. Choc et stupeur autant pour les traditionnalistes qui étaient en mode résistance et résilience, mais autant pour le monde contemporain. Il y a une autre façon de comprendre les idées, les formes, les genres, ce que ça signifie. Et en plus, ça peut être connecté avec des pouvoirs de médecine, d'hommes et de femmes médecine. Donc, des pionniers, des pionnières, c'est le premier P. Tu ne peux pas parler des imaginaires autochtones et d'art si tu n'entres pas après ça ce que j'appelle les parois de la terre-mère. Au moment où on a été traité de barbares, d'incivilisés, sans écriture, et c'est formidable qu'on soit là en balado à parler dans une entrevue, une émission par l'oralité. Les parois de la terre-mère, savez-vous qu'il y a plus de 800 sites de fresques, de pétroglyphes, rien que le bouclier qui composerait l'Ontario et le Québec, là, allant de la baie James jusqu'au Grand Lac et le grand fleuve qui va jusqu'à l'Atlantique. Et là, on peut se relier soudainement à une pensée qui nous ouvre sur les 3 Amériques. Les peuples sans écriture, pas du tout. Les fresques, les pétroglyphes et les architectures, les archéologies, toutes ces choses-là. Les parois de la terre-mère nous parlent. Et quelle belle connexion avec une conscience de l'écosystème des arts et cette idée qui va nous connecter aussi avec la cosmogonie, avec l'astronomie, et qui nous connecte aussi avec l'esprit des animaux, avec la spiritualité, tout ça. Mais d'abord, pionniers, pionnières, les parois de la terre-mère. Et là, on peut entrer aussi avec, prendre en compte de tout est interrelié aussi, territoire, espace, mémoire. 3e P, très important, les parures. Et là, on rejoint nos perlages, on rejoint les coiffes, les apparats, et on s'en va vers la dimension géopolitique de la gouvernance. Les grandes coiffes de chefs Haudenosaunee ou Wendat, qui nous amèneraient du côté du perlage des grands colliers de wampum qui scellent des alliances, qui sont des paroles stylisées, des rivières de paroles, qui est encore avec la terre-mère. Les parures d'apparat, des powwows, des danseuses, des danseurs, et derrière ça, des récits, des contes. On construit tout à coup un monde des imaginaires, multidisciplinaire et interdisciplinaire où tout est interrelié. Et on le voit, surtout, il y a une telle vogue des littératures autochtones, mais il reste que pour moi, les littératures autochtones, Gutenberg imprimées, ce sont des transcriptions. Et c'est là que j'amène le 4e P, qui lui est aussi pluriel, j'appelle les prises de parole. L'oralité, les rythmes, les sons, les chants, les scénarios. On peut aller jusqu'à l'art web, comme on peut aller dans une dramaturgie qui est jouée. Et on peut même faire la division entre les peaux tendues, rythme et son des tambours. Il faut comprendre, après ça, les types de chants selon que tu es dans une maison longue ou tu es dans un spectacle. On peut encore
entrer dans toutes ces formes de prise de parole. Et donc, on en est une, toi et moi, ensemble. Le tout relié par l'oralité. Confluent rencontre, Guy Sioui-Durand. Donc, avec les 4 P, tu peux entrer, tout est interrelié. C'est cette façon-là que je pense que c'est une sociologie autochtone des pratiques et de la manifestation des rêves, des imaginaires, en œuvre. Et c'est une façon de se démarquer, par exemple, des modèles qui sont venus avec les civilisations qui se sont installées comme les sociétés dominantes. L'analyse quantitative. On peut toujours parler du monde des arts en disant il y a 42 artistes, 60 centres d'artistes, 45 000 musées, le nombre mesuré. Le monde, il reste quelque chose qui résiste la démesure. Et un mot herméneutique, qui est un mot qui est rare, mais qui vient d'un ancien monde, qui pense que le sens est dans les œuvres, il faut le faire surgir. C'est exactement comme ça que pensent les sculpteurs inuits. Tu vas chercher tes pierres dans le territoire. Et la pierre, l'œuvre est dedans, tu la rêves et tu révèles l'œuvre. Donc, des pensées qui n'ont rien attendu des pensées coloniales, alors qu'il y a eu toute cette idée, et derrière ça, toutes les grandes opérations de christianiser, de civiliser, d'imposer un monde sur un ordre qui, selon moi, a eu la résilience, la résistance, et maintenant dans la période d'affirmation et d'intérêt. Ce qui est pas mal. Donc, complexe, mais vraiment passionnant. Et aujourd'hui, je parle avec toi en défendant une idée d'une sociologie autochtone que j'appelle la sociologie du maïs. Suivre les routes du maïs, relier toutes les routes des 3 Amériques et celles qui montent avec les Wendat du Haudenosaunee, de faire pousser le maïs le plus au nord. On s'inscrit dans la grande confédération iroquoienne avec les mêmes valeurs, les Haudenosaunee, les Wendat. Nous sommes distincts du monde algonquin en termes de civilisation et maintenant nous sommes très importants par les protocoles, la géopolitique et l'organisation. Mais derrière ça, une pensée autochtone et parler d'une sociologie du maïs, des grains de maïs, tu peux remonter comme agriculture, bien sûr. Tu peux remonter comme civilisation, avec la poterie. Après ça, semi-sédentarité, faire pousser. Division du travail, organisation, géopolitique, mais des grains de maïs, tu arrives aux perles des wampum, tu rentres dans la géopolitique, et tu arrives dans les perlages de toutes les fêtes, les rites, les choses. Pas si mal. Cette approche où tout est interrelié. Et l'autre, après, s'intéresser aux arts, c'est entrer dans le monde des pouvoirs, dans le monde des expressions et de ce que signifient, par exemple, des rituels. Et quelle est la distinction entre un rituel et du théâtre? Quelle est la différence entre une cérémonie et de la performance? Quelle est la différence entre les formes du tambour, les tambours sacrés, les tambours sociaux? Quelle est la forme de ce rapport avec l'esprit des animaux, avec un esprit d'une spiritualité qui est reliée encore avec l'espace-temps, l'espace devenant des territoires dans lesquels on circule, et notamment à travers les routes d'eau. Et quand on circule dans les territoires, on peut avoir une pensée circulaire. On peut avoir une pensée aussi qui s'organise, où tout est interrelié. Et ce qui est magnifique, c'est que tu peux retrouver ça dans un régalia avec des clochettes. Le cuivre, qui est le cuivre natif, tout ça qui s'échange avec le tabac. Donner le tabac pour la gratitude, organiser comment le son est relié au mouvement des corps et comment ça s'organise dans une danse. Et que de ça viennent des contes, des légendes, des choses. Donc tout est interrelié. C'est magnifique. Les conférences performances. La prise de parole, un des P. La prise de parole avec apparat. Par exemple, se lever dans une assemblée ou dans un colloque où tout le monde est assis puis lit son PowerPoint. Non, tu jettes tous tes documentaires, tu te lèves, puis tu dis, comme je vais te dire là, Ashkanonia-yes. Oh, Ashkanonia-yes. Je viens de te demander, est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu viens en paix? Comment ça va? Je viens de placer une noblesse des relations, une attitude. Et je viens de te parler en langue Wendat. Je viens de me reconnecter tout de suite ici avec le mouvement de revitalisation et de protection des langues autochtones.
du mois national des Premières Nations, moi j'en fais un rapport de civilisation et je place une attitude entre nous. Donc la conférence performance pour moi, c'est par l'oralité, la présence et une façon de délivrer le message, un médium et le message où la posture de l'intellectuel Wendat comme moi rejoint ce que le grand penseur canadien a énoncé, et non pas européen, Marshall McLuhan, médium et le message. Indissociable. Donc l'idée de la conférence performance, et en même temps, elle se lit comme étant l'idée, il y a peut-être 3 étapes importantes dans la prise de parole, comment par l'art changer le monde, et comment changer l'art par l'art autochtone, ben, c'est de le faire. Donc il y a un moment de création, il y a un moment d'action, et après de diffusion et de partage. Ce sont tous des défis, donc, de mettre en branle comme un moment vivant. Et ce que permet cette conscience-là, ben, c'est de discuter avec d'autres savoirs, le sacré, la science, le monde organisé qui a une histoire sociale des religions, puis on peut être relatif là-dessus selon partout ce qu'on voit sur la planète. Donc une conscience de l'histoire, mais du territoire, tout le temps. Et ça, ben, comment le faire vivre dans la vie des idées? Ben, je pense qu'il faut le faire avec style. Donc l'idée de la conférence performance, ça vient un peu de là. Et ça rejoint la parole géopolitique de convaincre, avec apparat et grandiloquence. On parle souvent comment qu'on dit à Ronc, la Grande Paix de Montréal, comment il a parlé pendant 8 heures. La harangue. La harangue. Et donc, conférence, performance, c'est la harangue. Mais c'est pas un mot qui est employé beaucoup. C'est pas très beau non plus, haranguer. On va le prendre plus dans dire des bêtises, ou être méchant. Non, une grande harangue, c'est par l'oralité, la prestance. La prestance. Et faire parler les symboles. Là, j'ai pas la coiffe, j'ai pas les rubans, j'ai pas... Mais imagine, et là, on rejoint l'esprit des animaux, l'esprit des plumes, l'esprit des totem-poles, la question de la lumière qui brille, les perlages. Donc, on rentre là dans des mondes où les savoirs peuvent faire place aussi à tout ce qui est littérature, poésie, mythologie, contes, légendes. C'est formidable, cette ouverture, pour comprendre comment les mondes de la culture peuvent être pleins de gratitude, de bienveillance et aussi de guérison. Mais pas compris comme la médecine, carte d'assurance maladie. Plutôt comme ce qui te transporte, te donne des enseignements et t'amène probablement vers tes propres compréhensions de comment apaiser des choses, guérir des choses ou mieux comprendre. Ou encore se débarrasser de fausses conceptions ou de mauvaises lectures, tout ça. D'où l'importance de réaliser ou d'aider à réaliser les rêves. Et peut-être les artistes participent à ça. Confluent rencontre Guy Sioui-Durand. Et tout ce dont vous parlez comme expression, vous avez parlé du perlage, oui. de la danse, de l'oralité, jusqu'à la harangue, tout ça, ça se transporte aussi. Donc c'est en lien avec le nomadisme. Le nomadisme, tantôt j'ai parlé de circuler dans le territoire, la pensée circulaire, tout ça. Le nomadisme, il va être spécifique à des plus petits groupes, ou encore tu rentres dans les immigrations forcées par les guerres, tout ce qu'on connaît, tout ça. Le nomadisme, le monde iroquoien est semi-nomade. À cause de l'agriculture, à cause du maïs, à cause aussi les peuples des maisons longues. Aux 12 ans, aux 15 ans, on se déplaçait, on en amenait tous nos morts, la grande fête des morts, toutes ces choses-là. Lorsque tout est animé, si tu voyages avec ou tu te déplaces avec, anima, le souffle. Et encore là, on peut rejoindre l'oralité, la parole, la prise de parole. Donc, tous ces mondes-là fondent ce qui, pour moi, devrait être une compréhension de l'art comme art total autochtone et une tentative de comprendre, d'expliquer ce qu'on dirait une théorie générale. Moi, je préfère dire une vision. Et c'est ça que j'essaie de dire en parlant de la sociologie du maïs. Je respecte mon parcours sociologue, mais j'ouvre sur quelque chose qui touche tous les aspects. Mais de l'appliquer à l'art. Donc, on a cette circulation, ce nomadisme des idées, des pensées. Où place-t-on le pouvoir des rêves? Où place-t-on l'activisme
Et où place-t-on l'importance de diffuser? Moi, je suis très fier là, de faire une entrevue oralité, qui est comme en accord, et sachant que ça peut être diffusé dans plein de communautés. Ça peut être aussi, on peut partir avec un balado et des gens vont partir avec. Donc, c'est tout ça. Comment peut-on être les Ongwe, les humains, les Inuits, les Aïous, les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik, les Anishinaabe, les Naskapi, les Atikamekw. Je viens de faire le tour du Québec avec les 10 Premières Nations. Ajoutons les Inuits. Et nous, bien sûr, les Wendat. Donc, nommer dans nos langues, de nommer le pluralisme des Premières Nations et sortir du chapeau les Sauvages, les Autochtones, les Indiens, c'est déjà entrer dans la complexité, la reconnaissance, et ajoutons-y, c'est ce que j'aime bien employer, les frontières poreuses entre tous nous, les humains. C'est un peu tout ça que ça dit. Pour moi, j'aime mieux parler les peuples du saumon de l'Atlantique et du Beluga, et le Wolastoqiyik, qui ça vient d'Akakuna, là où feraient les Belugas, les peuples des terres de boisées, nous, les Iroquois, Wendat, Haudenosaunee et les Anishinaabe. Après ça, on s'en va dans les terres des prairies, des peuples du bison. Puis après ça, ce qui est infranchissable, les rocheuses, c'est les peuples du saumon de la côte ouest. On vient de faire tout le territoire d'un continent. Et la plateforme de la sociologie, c'est de tenir compte de tout ça. On peut juste être un super expert de la poésie, de la danse. On reste dans le monde qu'on partage avec les autres qui sont nos spécialistes, le monde des anthropologues, le monde des expertes et des experts dans les universités. Moi, je défends un point de vue d'activiste, jamais plus sur nous sans nous. D'où ma prise de parole. Et de le faire par l'art, parce que c'est flamboyant, c'est magnifique, et ça pose vraiment la question de la beauté du monde comme posture de résistance, de résilience, mais aussi d'amour. On peut ouvrir beaucoup. C'est prendre soin de ceux qui sont devant nous, prendre soin, il y a tout un idée de prendre soin, mais ajoutons-y aimer l'univers à travers toi et sortir des modèles d'appropriation, des modèles de possession. On sortirait beaucoup de problèmes psychosociaux, je ne sais pas trop quoi. Mais ce sont nos époques. On vit dans les paradoxes. Et la posture intellectuelle, artistique, des imaginaires est une bonne contribution, je pense, à ce que font les artistes, ce que font les artisans, les artisanes. Les mots demeurent, mais moi, j'aime mieux employer les savoirs, les savoir-faire, puis savoir-vivre ensemble. Pourquoi tu fais ça? Donc, l'idée de partager, de rendre hommage, de remercier, c'est à la base des cérémonies dans Maison Longue, c'est à la base des rapports avec la nature, ça devrait être la base entre les rapports entre les humains. Puis ça devrait être aussi dans le monde des idées. Ça, c'est pas évident, parce qu'on a un monde de compétition, un monde de confrontation, un monde de pouvoir, et c'est correct, c'est comme ça. Il ne faut pas être naïf non plus. Et voilà comment une vision générale, qui veut être aussi une sociologie d'art-action, peut s'ouvrir et prendre en compte tous les aspects j'aime mieux employer, comme quand je parle de nous, les Wendat, et de Wendake, je dis on est une petite société très dynamique, quand on regarde tout ça, et toujours porteuse d'une grande civilisation. Donc on sauve et tous ces aspects-là. Et ça exige un contre-récit, une contre-histoire. Et une place aux artistes, aux œuvres. Est-ce que pour les artistes autochtones, c'est-à-dire qui appartiennent à une nation autochtone, est-ce que ça peut être lourd, ça, de se dire je suis le dépositaire d'une tradition? Absolument, ça fait partie du contre. C'est-à-dire, d'abord, quand tu as survécu à un quasi-génocide, ensuite que tu as existé d'une manière aliénée, c'est-à-dire étranger à soi-même, c'est-à-dire n'exister comme autochtone que par le regard et dans le regard de l'autre. Et de s'y conformer. D'où l'importance quand je dis activiste ou dissidence. Mais pour ça, il faut que tu te reconnectes
D'où le rapport avec les aînés, avec la tradition, et comment tu l'adaptes, t'as fait vivre aujourd'hui. C'est lourd, parce que entre toi et moi, entre nous tous, toutes, la loi du nombre, hein, plus que t'es nombreux, généralement tu l'emportes, puis t'établis ton monde. Ça, c'est une histoire de globalisation. Moi, j'aime bien employer le mot glocalisation, c'est-à-dire penser global, mais agir local. Et ça rejoint tout à fait aujourd'hui les luttes altermondialistes, écologistes. C'est très lourd, mais faut pas le prendre comme un poids. Il faut le voir aussi comme une posture dans le monde à partir de laquelle tu peux créer, et c'est un mot fondamental pour moi, alliance, créer des alliances. Et lorsque tu crées des alliances et que tu les scelles avec des grands colliers de wampum, tu te dois de les respecter, ou du moins de savoir que tu as créé une alliance. Et c'est pour ça que les trahisons sont très graves, les non-respects de parole. L'histoire des idées, une vie d'intellectuel, c'est s'inscrire dans la complexité. Mais il y a un mot important pour ça, la responsabilité. Que tu t'appelles artiste, peu importe ton âge, ta génération, tu dois te retrousser les manches. Il y a aussi un travail de connaissance, de transmission et de pédagogie, mais aussi d'une volonté d'assumer et d'incarner. Et derrière ça, il y a l'idée de vouloir se comprendre avec élégance, avec prestance. De bienveillance. Puis bienveillance. J'aimerais pour terminer que vous nous racontiez une histoire qui s'est passée en 1969, l'Aigle à Luni. Oui. En 1969, le monde entier est connecté sur la télévision. Ça fait à peu près une décennie ou deux. Le rêve américain a été porté par... et parlons ici des États-Unis d'Amérique, c'est l'époque de la guerre froide en lutte avec la Russie. Qui va conquérir la Lune? L'idée de la conquête de la Lune, juillet 1969, en direct. Les Américains ont gagné la course à la Lune des humains. Ils vont la diffuser avec l'idée de la télévision, le grand médium qui rentre dans tous les foyers, filmer les premiers pas de l'homme sur la Lune et les premiers propos. Et ce qui est intéressant par rapport à une ancienne... premièrement, un grand malheur, la soumission et quasiment le génocide des Premières Nations dans toute l'Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique aussi, mais avec la résistance et entre autres les Hopis qui sont vers le Nouveau-Mexique et les montagnes, tout ça. Et l'histoire de l'Aigle à Luni, ça vient d'abord d'une prophétie, d'une légende. Le malheur, de la route des larmes, du déplacement, de la dépossession, de la mise en réserve, toute la tendance du génocide, il y a des résistances, il y a des désespoirs, puis aussi des aînés. La légende, le récit, c'est celui d'un jeune Hopi. Il sait qu'il y a un aîné, un sage Hopi qui vit sur le dessus des grandes montagnes sacrées, là, les grandes montagnes qu'on voit, on a tout vu dans les westerns, tout ça. Puis il va poser la question à l'aîné qui vit là, un peu comme si on est chez les Incas, puis on est à Machu Picchu, puis on sait que dans la montagne, tu as aussi l'endroit des aînés, toujours la place des aigles. Il va voir et il demande, il dit, quand donc tous les malheurs que nous font vivre la domination des Blancs va donc cesser? Alors le sage, il a fait cette remarque très belle. Les choses ont changé quand l'aigle va allunir sur la Lune. Ça, c'est énigmatique. Et c'est un peu comme dire jamais, ou l'aigle qui va le plus haut, qui son regard perçant, qui est à la base de toutes les légendes cosmogoniques de naissance de soleil et lune et des étoiles, toutes ces choses-là. On peut entrer dans toute la cosmogonie et la mythologie des grands récits. Donc, il revient et il raconte ça aux jeunes en bas. Mais en 69, alors que ça gronde un peu partout, c'est l'échec de l'éducation pour les Autochtones de toute l'Amérique du Nord, y compris ici. On arrive des années 66. Les premiers mots qui ont été entendus à la télévision par le monde entier, c'est pas un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est... 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. L'aigle a alluni. À partir du moment, en 69,
Tous les jeunes sur la côte ouest vont occuper Alcatraz. Ils vont se connecter avec un jeune sculpteur québécois qui s'appelle Armand Vaillancourt, qui est à faire la grande fontaine Embarcadero, là-bas. C'est la naissance de ce qu'on va appeler le pouvoir rouge, l'American Indian Movement, qui va se déplacer au début des années 70 vers Wounded Knee, après le grand massacre de 90. L'Aigle à l'Uni, les mouvements comme après ici, en 70-71, on commence à penser, les étudiants, de créer un collège autochtone, qu'il n'y a pas d'espoir, tout ça, et va naître le collège Manitou. L'Aigle à l'Uni, c'est le début de tous les grands mouvements politiques, des mouvements de renouer avec la fierté. C'est le temps de passer de la résilience à la résistance. L'Aigle à l'Uni, première phrase, partout, un peu comme la première image qui est apparue sur la télévision canadienne en 52, puis après ça en 57, c'est la cible avec l'Indien des plaines de travers. Soudainement, le médium était le message. Le message était non seulement une mythologie, mais peut-être qui se réalise et qui va se réaliser dans le règne politique, culturel et artistique du réveil des Premières Nations. Oui, l'Aigle à l'Uni. Et pour vous, ça n'a pas arrêté depuis, malgré Oka, par exemple? Kanesatake Oka, c'est les maires de clans Haudenosaunee appellent la Société des guerriers, dont l'œuvre, le drapeau qui est partout maintenant dans le monde des protestations, tout ça, mais c'est l'œuvre d'un artiste mohawk, Louis Hall, que les liens avec le fassent de côté comme l'Indien sur la télévision. La Hure, hein, qui était une insulte longtemps pour nous, puis on s'est fait appeler Huron, maintenant on est devenu, c'est terminé le mot Huron, Wendat, et pourtant il y a les yeux bleus, l'énigme du monde entier, il y a le rouge, il y a le soleil, il y a l'expressivité des symboles, les luttes politiques, Undefeated à Kanesatake Oka, mais aussi l'arme au poing, une jeune Alanis Obomsawin, qui est dans les barricades et qui va après ça faire une grande œuvre de tous les documentaires et aussi va faire une œuvre d'art visuel, tout est relié. Tous ces moments d'une contre-histoire autochtone, l'Aigle à l'Uni, est aussi une histoire pour moi de sociologue de l'art du maïs. Le récit qui devenait un marqueur d'une époque, d'une période, mais aussi qui ouvrait sur le monde des arts, sur le monde d'un discours entre autochtones, une explosion des arts. Mais derrière ça, il a fallu qu'il y ait des activistes, des militants, mais ce qui n'était qu'une retransmission médiatique, quand je parlais du médium et du message McLuhan, qui va parler du village global, de localité, de la tribu, des mots autochtones, quelque part, qui sont dans la sociologie d'Amérique. Tout se met en place. Et est-ce que quelqu'un peut contester que l'Aigle à l'Uni? Non. L'esprit de l'animal qui voit tout est le plus haut. Quand tu es en canot, que tu fais les grandes rivières, là, que tu vois les aigles apparaître, tout ça, c'est qu'eux autres, ils ont vu le saumon. Là, ils viennent voir c'est qui, eux autres, là, qui s'en viennent là, sur le route d'eau. C'est quoi cette affaire-là? Puis s'ils sont là, ils sont peut-être venus te saluer aussi, mais c'est l'écosystème qui met en branle. Là, de s'ouvrir à la cosmogonie, à la Lune, je peux t'entraîner vers des récits comme ça, mais on pourra aussi faire de la science politique. Et quelque part, sais-tu quoi? Est-ce que ce sont aussi des ingrédients pour rêver? J'ajouterais pour rêver plus. Guy-Siwi Durand, merci. Tchawank. Tchawank. Il y a des beaux mots en langue Wendat. Onin, au revoir. Mais aussi, il y a un mot qui se décline en 3 combinaisons. Si je te dis « Ashkonien », toi et moi, on se revoit bientôt. Si je dis « Esquinien », nous 3. Exemple, nos auditeurs, nos auditrices qui ne seraient qu'un seul. Puis je dis « Esquoinien », le monde entier. Bienvenue. Donc, souhaitons une grande diffusion à cette prise de parole. Un grand merci à Guy-Siwi Durand de ce fabuleux périple dans l'univers de l'art, de la performance et de la harangue. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu.
La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.